Anne-Sophie Guirolet, l'ADN a parlé. Anne-Sophie Guirolet a 20 ans. Elle est en 3e année de médecine à Lyon. Sa vie est paisible et douce. Le soir du samedi 19 mars 2005 a lieu un gala de danse au sein du théâtre de la ville de Mâcon. Il y a beaucoup de monde. Tout le monde est là, fait la fête, danse, discute et boit. La soirée se doit être inoubliable. Anne-Sophie Guirolet vit cette soirée comme tout le monde. Elle est heureuse et elle n'est pas prête d'oublier cette soirée. Vers 23h, la soirée est sur le point de se terminer. Anne-Sophie se rend au parking. Elle monte dans sa voiture, démarre, quitte le parking et puis disparaît. Ce n'est que le 2 avril 2005 que son corps est retrouvé. Anne-Sophie Guirolet, 20 ans, a été victime d'un meurtre. Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien et que votre week-end s'est bien passé. Je suis Amandy et chaque mercredi soir, je vous raconte des histoires de crimes, de disparitions et parfois de faits étranges. Ce soir, nous revenons ensemble dans l'histoire du meurtre d'Anne-Sophie Guirolet. Sa disparition. Revenons au soir de sa disparition. Anne-Sophie se rend à un gala de danse le samedi 19 mars 2005 avec sa voiture, une Peugeot 405 grise. Le gala a lieu au club Kiwanis à Mâcon, dans un théâtre. Pour information, le club Kiwanis est une association internationale qui vient en aide aux enfants malades, handicapés ou qui sont en difficulté. Le terme Kiwanis est tout sauf anodin, car il signifie « nous aimons partager nos talents ». Il provient du terme issu de la tribu Otipiu, Nunk Kiwanis. Ce soir-là, elle danse devant des centaines de personnes, parents et enfants, ainsi que des membres de sa famille. La maman d'Anne-Sophie est là, son copain est là aussi. La soirée se déroule parfaitement bien. Tout le monde est content, Anne-Sophie aussi. La soirée touche à son terme et tout le monde part. Sa maman monte dans sa voiture personnelle et quitte la soirée. Son copain en fait de même, laissant Anne-Sophie dire au revoir à ses amies danseuses. Anne-Sophie reprend sa voiture bien garée sur le parking un peu plus tard. Elle monte dans sa voiture, prête à se rendre chez son copain ou son ex qui ne vit pas très loin de là. Après son départ du parking, Anne-Sophie disparaît. Il est 23h30, ce samedi 19 mars 2005. Le lendemain matin, ses proches commencent à s'inquiéter, car Anne-Sophie ne donne pas de nouvelles. 3 jours durant, des recherches sont effectuées. Rien, pas de traces de la jeune femme. À la fin du 3e jour, la voiture d'Anne-Sophie est retrouvée non loin du parking, immergée. Le 2 avril, un corps est découvert dans la Saône, flottant. C'est le corps d'Anne-Sophie. L'autopsie du corps est pratiquée le jour même. Ce n'est pas un accident. Anne-Sophie a été victime d'un meurtre. Une enquête pour homicide est ouverte. Les enquêteurs doivent répondre à ces questions. Qui, comment et pourquoi? L'enquête commence. Il faut comprendre que la mort d'Anne-Sophie survient dans un contexte particulier, car le secteur est lié à une série de disparitions de femmes ou de jeunes femmes qui a débuté en 84, qui commence par la disparition de Françoise Bruyère et Marie-Agnès Cordonnier, 2 cousines belges qui disparaissent à Mâcon et qui ne seront jamais retrouvées, et qui se clôt par la mort suspecte de Corinne Taret. J'ai fait une vidéo sur les 13 affaires de crime et de disparition, dont 5 sont aujourd'hui résolues. Pour les autres, c'est le néant, pas de piste, hormis un mode opératoire étrangement similaire. Le 2 avril donc, le corps d'Anne-Sophie est retrouvé, flottant dans la Saône. L'autopsie du corps montre bien qu'elle a été tuée. Des blessures au niveau du visage et du cou ont été observées sur son corps.
Elle aurait pu être étranglée manuellement. Pour effacer ces traces, le criminel aurait immergé le corps ainsi que la voiture. Mais par qui? Un rôdeur? Une personne qu'elle connaît? Un proche? Après à peu près 15 jours, le corps d'Anne-Sophie et son véhicule sont découverts juste à côté du théâtre, ou en tout cas pas très loin. Le crime en lui-même serait donc survenu peu de temps après son départ du parking, ou peut-être même sur le parking. Le seul souci, c'est qu'après 15 jours d'immersion, certains éléments, certains indices ont disparu. L'eau a nettoyé le corps et la voiture. De ce fait, les légistes ne peuvent pas savoir s'il y a eu agression sexuelle par exemple. Cependant, des traces de traumatisme anal sont découvertes et sa jupe est complètement retournée, ce qui ne laisse aucune place au doute. De l'ADN est miraculeusement retrouvé dans la voiture d'Anne-Sophie, mais en 2005, cet ADN n'est pas exploitable. Un laboratoire suisse va quand même permettre, grâce à leur technique génétique, d'écarter les proches d'Anne-Sophie. C'est une piste qui s'écarte de l'enquête, laissant aux enquêteurs la piste d'un inconnu, et là tout est possible. Un appel à témoins est lancé. Le lieu où Anne-Sophie a disparu n'est pas un coin isolé, c'est un théâtre au centre-ville. Des gens ont pu remarquer des trucs louches, et c'est le cas. Un homme qui sortait d'un bureau après une réunion non loin du théâtre. Il s'approche de sa voiture et remarque une voiture garée près de la sienne, une Mercedes. Il croit que c'est celle d'un ami. Il s'approche et remarque un homme à l'intérieur, côté passager, fenêtre ouverte. L'homme est brun pour lui. Il est suffisamment près pour distinguer ses traits. Puis, quelques secondes plus tard, il remarque une autre voiture. Je cite ces mots, une voiture de papy. C'est la voiture d'Anne-Sophie. Anne-Sophie passe donc tout près du témoin, qui va donner une description des vêtements qu'elle portait ce soir-là. Il n'y a donc aucun doute, c'est Anne-Sophie au volant. Il déclare une chose troublante. Anne-Sophie roule normalement jusqu'au moment où elle remarque la Mercedes et les hommes qui se trouvent à l'intérieur. Celui côté passager ou celui côté conducteur. En remarquant la voiture et les occupants, elle fuit à toute vitesse et quitte le parking. Et la Mercedes la prend en chasse. Il va même entendre au loin les pneus des deux voitures qui crissent. Il est 22h44. Ayant vu l'homme de très près, il en fait un portrait robot. Mais les années passent et personne ne reconnaît l'homme. Nous sommes en 2012 et après le portrait robot, c'est au tour de l'ADN d'ouvrir une piste. Le laboratoire d'hématologie médico-légale de Bordeaux, avec pour président le professeur d'Outremepuich, laboratoire fondé en 1996, dédié à l'analyse génétique, destiné à l'identification humaine, fait des évolutions majeures entre 2005 et 2012. 7 ans plus tard, cet ADN inexploitable en 2005 l'est enfin. Et il va donner un profil. Il va donner un nom, celui de Jackie Martin. L'homme est dans les fichiers de la justice depuis longtemps. Il a 22 condamnations à son actif pour de multiples délits, dont un délit commis avec violence qui lui vaudra 6 ans de prison. Il commet ces délits début de la vingtaine. Voilà une piste très très prometteuse qui se présente aux enquêteurs, qui fouille la vie de l'homme, qui fouille la vie de Jackie Martin. L'homme est un simple délinquant. Il a commis 2 faits graves. Un vol avec violence sur un homme de 60 ans en 2000 et une agression sur une femme en 1989 à 31 ans. Pas vraiment donc le profil d'un tueur, d'un agresseur, oui. Il aime, je cite, les grosses bagnoles allemandes, ses voitures de prédilection lors de ses vols. Avant de l'arrêter, Jackie Martin est passé sur écoute. Et plusieurs semaines d'enquête sont menées pour en savoir le plus possible. Les enquêteurs étudient sa téléphonie, sa carte bancaire et bien d'autres choses. L'enquête va démontrer qu'il était bien dans le coin le soir du 19 mars 2005. Il tire un peu d'argent en distributeur à 20h30 dans une petite localité à 5 km de Mâcon, à Replonge. C'est un habitué
du bar de la commune où vivent également les parents d'Anne-Sophie. Il prend de l'essence également le 20 mars dans les alentours. Peut-être sa route de fuite. Après quelques semaines, Jackie Martin est interpellé. 7 ans après la mort d'Anne-Sophie Guirolet, l'homme a 54 ans. Jackie Martin va évidemment nier. Il va toujours nier, même durant le procès et après, donnant de troublantes explications. Si son ADN se trouve dans la voiture, il doit y avoir une autre explication que celle de sa culpabilité. Selon Jackie Martin, il connaît le frère d'Anne-Sophie, qu'il aurait rencontré dans un café, qu'ils allaient en boîte ensemble. Mais le frère d'Anne-Sophie, interrogé, ne le connaît pas. Et il en va de même pour les parents d'Anne-Sophie. Pourtant, tous vivent à replonge. En tout cas, Jackie Martin va souvent au bar du coin. Ou alors, pour l'ADN, il y a une autre explication. Il a simplement volé des choses dans la voiture d'Anne-Sophie. Le truc, c'est que, ok, on a de l'ADN sur la portière et la ceinture, donc oui, un vol peut-être. Mais il y a son ADN sur les vêtements d'Anne-Sophie, mélangé au sang d'Anne-Sophie, démontrant avec certitude la présence de Jackie Martin lors de la mort d'Anne-Sophie. Il ne faut pas oublier le témoin, qui déclare avoir vu un homme côté passager. Il est certain d'avoir reconnu Jackie Martin, qui est roux, alors que lui avait décrit un homme brun. Mais peut-être que de nuit, éclairé par des lampes électriques, le roux est devenu brun, peut-être. Mais en tout cas, il manque le conducteur, car elle a reconnu Jackie Martin côté passager. Il y aurait donc 2 agresseurs. En ce qui concerne donc ce portrait robot, ce témoin, les 2 avocats de Jackie Martin vont bondir, car le témoin dit au départ que le suspect est brun. Pourtant, Jackie Martin est roux. Cependant, comme je l'ai dit, il reconnaît formellement Jackie Martin. Les avocats de Jackie Martin vont remettre en doute ce témoignage donc. Et ils vont aussi remettre en doute l'ADN, en citant l'ADN de transfert. Que s'il avait forcé la voiture d'Anne-Sophie, son ADN aurait pu migrer sur Anne-Sophie elle-même. Que l'ADN est une preuve parmi d'autres. Et que ce n'est pas la preuve. Ce qui relie Jackie Martin pour ses avocats, ce sont les expertises ADN et le témoignage. Car rien d'autre n'indique sa présence sur place. En fouillant le logement de Jackie Martin, les enquêteurs fouillent son PC et découvrent beaucoup de photos d'Anne-Sophie. Ils apprennent également que Jackie Martin s'est rendu aux obsèques d'Anne-Sophie, soi-disant car un ami restaurateur s'y est rendu et qu'il s'est simplement contenté de le suivre. Bref, de l'ADN, un témoignage, des explications floues, des faits, tout accuse Jackie Martin. Un procès s'ouvre. Le procès s'ouvre le mardi 13 septembre 2016 à Châlons. Le procès dure 12 jours. Jackie Martin ne reconnaît pas le meurtre ni la séquestration, car ce sont ses chefs d'accusation, séquestration et meurtre. Les témoignages se succèdent à la barre. Ils brossent tantôt un profil de menteur qui aime les belles choses, un simple délinquant, pas un criminel, mais un homme qui a un lourd passé judiciaire, et tantôt un profil d'homme qui n'a jamais été accusé d'agression sexuelle, qui n'a pas le profil de ce type de criminel. Ses ex-conjointes témoignent. Elles sont 4 à dire qu'il est protecteur et attachant. Il n'y a qu'une seule fois où il sera violent, avec l'une de ses femmes. Jaloux de l'avoir dansé avec un autre homme, il l'aurait saisi par les cheveux et le bras pour l'éjecter de la piste de danse. Mais toutes sont d'accord sur un point. Il n'avoue jamais, même lorsqu'il est pris la main dans le sac, où il peut donner des versions bien différentes, pouvant, selon elle, s'auto-persuader de n'avoir rien fait. Le jeudi 29 septembre 2016, Jackie Martin est condamné à 30 ans de prison. Il est reconnu coupable du meurtre d'Anne-Sophie 11 ans après sa mort. L'homme, ou plutôt ses avocats, font appel de la condamnation. Les avocats de l'accusé estiment que toutes les pistes n'ont pas été exploitées correctement. La question de l'ADN de Jackie Martin retrouvé sur le corps d'Anne-Sophie est un argument avancé par ses avocats, que ce serait un simple ADN de transfert,
que l'ADN aurait pu se trouver là par inadvertance, par erreur, à cause par exemple d'un ustensile mal nettoyé. Au procès en appel, en décembre 2018, Jackie Martin est condamné à la prison à perpétuité. Il compte se pourvoir en cassation. Je suis un voleur, je ne suis pas un tueur, je n'ai pas tué Anne-Sophie Guirolet. Les proches d'Anne-Sophie n'ont donc toujours pas de réponse quant au pourquoi de l'acte, car Jackie Martin se déclare innocent. L'ADN a été pris comme la preuve formelle qui démontre qu'il n'y a aucun doute sur la présence de Jackie Martin le soir de la mort d'Anne-Sophie. Je cite un de ses avocats. Maître Scrève a insisté sur l'ADN. Ce n'est pas une preuve scientifique, mais un indice qui doit être corroboré par d'autres éléments. Et qu'avez-vous d'autre? Rien. Pas de démonstration de présence de l'accusé sur la scène du crime, pas de mobile. Jackie Martin est reconnu coupable du meurtre d'Anne-Sophie Guirolet. Cependant, pour certains, il manque quelqu'un, car, comme dit par le témoin, Jackie Martin se trouvait côté passager et non côté conducteur, sauf si le volant est côté droit. Alors, qui était cette personne, complice probable du crime finalement? Car Jackie Martin, s'il se trouvait côté passager, ne conduit pas. C'est le conducteur qui prend en chasse Anne-Sophie, qui l'aurait reconnue et qui aurait tenté, sans y parvenir, d'échapper à ses poursuivants. Je vous remercie d'avoir regardé ou d'écouter cette vidéo jusqu'au bout. Je vous invite à partager vos avis, théories et ressentis en commentaire. Je vous donne rendez-vous samedi soir pour les actualités crimes et disparitions de la semaine. Passez une très bonne semaine, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches, et d'ici là, n'oubliez pas,